Bonjour, bonjour. Bonjour Kitri, bonjour tout le monde. Bonjour Serge. On espère que vous allez bien. Il est jeudi, on est le dernier jeudi du Et mois, voilà, midi, et forcément, parle. on en parle. Merci d'être présents. Vous êtes déjà pas mal nombreux. À chaque fois, on va attendre un petit peu les personnes qui vont avoir un tout petit peu de retard. N'hésitez pas, comme d'habitude, on voit qu'il y a des habitués, mais tout le monde ne vous connaît pas, à nous dire où vous êtes situé, d'où vous regardez. Je suppose qu'on voit qu'il y a des Lyonnais, là, on les connaît. Hein. Certains, on connaît. Donc, n'hésitez pas à nous dire, et puis on va attendre quelques minutes. Oui. On a vu que le thème avait eu beaucoup de succès. La Donc, thématique, ouais. alors je pense qu'on a aussi de plus en plus de personnes qui nous rejoignent. C'est le 4e webinaire que l'on fait. Et donc, Effectivement. voilà. Merci à tous encore de votre fidélité. Bonjour Philippe Est-ce que tu pourrais peut-être regarder si on pour peut la présentation. partager la présentation? Hop, je pense que Normalement, tu dois pouvoir, je crois. c'est. Partager ton écran directement depuis le. On va continuer comme ça. Je ne pense pas que je partage mon écran encore là. Dites-nous si vous voyez quelque chose à l'écran, n'hésitez pas. Là, est-ce que tu n'as pas la possibilité de partager ton écran? Détacher l'image, ça. Hop, c'était toi qui l'avais fait la dernière fois. Oui, mais je sais plus. Heureusement qu'il y a des gens en retard. Mais bon, bonjour Cédric. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Voilà. Parfait. Par contre, je suis pas sur la bonne slide, donc il faut pas du tout que je démarre ici. Hop, voilà. Hop, allez. Dites-nous quand vous voyez notre écran. Ça va là, vous commencez à voir? Oui. Alors voilà, comme on vous a dit, on va parler de l'évolution du prix de l'immobilier. C'était le thème du jour. Parfait, on voit. Bonjour. Bonjour Thomas, bonjour Florent. Hop. Alors, vous venez de où? Alors, on va se donner encore 2 minutes, mais juste si vous pouvez nous dire d'où vous venez. En général, il y a pas mal de Lyonnais, des Parisiens. On voyage un petit peu. On voyage un peu? Ouais, dans le sud, la dernière fois, on était beaucoup de. Et puisqu'on va parler des prix de l'immobilier, on suppose qu'il y a pas mal de propriétaires parmi vous? Hop, dites-nous si vous êêtes propriétaire. Dans quelle région? Dans quelle région, parce que depuis ça longtemps? Si oui, si depuis longtemps, parce que ça aussi, il y a une belle évolution. Ancien Lyonnais, Gilles. Ah. On sent du regret, je pense. Sainte-Maxime. Sainte-Maxime, ça a beaucoup évolué l'immobilier à Sainte-Maxime. Romain des Monts d'Or, Parisis. Ah oui, Paris ou Parisis, je ne sais pas. Lyon, Grenoble, Paris, Lyon, bravo. Et Martinique. La Martinique, mais il est tôt chez vous. J'adore la Martinique. On a de la chance. Lyon et Saint-Étienne. Oh là, Lyon et Saint-Étienne ou... Ah oui, Pierre, il est de Lyon et Saint-Étienne. Ça va, Pierre? Le derby se passe bien? Promoteur immobilier, Saint-Brévin-les-Pins. Parfait. On a vraiment des gens de partout. Non, je rêve ou j'ai lu Helsinki? Dis donc, on est connu à l'international. Ça y est, on part à l'international. Alors, avant de commencer, on voulait vous dire que c'est le webinaire qui nous a demandé le plus de travail, le plus compliqué à préparer, parce que… en fait, surtout beaucoup de choses à dire en peu de temps, donc on a essayé d'être concis, mais… Donc, vous allez certainement voir pas mal de textes, parce qu'on va pas tout vous on va pas tout vous lire, c'est pas le but. Si vous souhaitez après avoir la présentation, de toute façon, vous aurez le replay avec le webinaire, et puis on peut vous envoyer la présentation si vous souhaitez pouvoir vous plonger un peu dedans, parce que beaucoup d'informations à donner en peu de temps. Exactement, donc n'hésitez pas à faire une demande à votre chargé de relations investisseurs, Kitri ou Ulysse, et on vous enverra la présentation avec grand plaisir. Surtout qu'on a passé beaucoup de temps, surtout toi, Kitri, à la préparer. Et donc voilà, je te remercie de la qualité du travail qui a été fait aussi. On va peut-être démarrer pour avoir le temps de… Donc, le programme.
Donc, il faut peut-être que tu puisses avancer, toi. Hop. Alors. Il faut que tu te mettes sur ton écran présentation. On va être au point. On y va. C'est l'autre. Pourquoi je ne l'ai pas? Très bizarre. J'espère que vous ne voyez pas tout là. Vous n'êtes pas embêté avec mes slides. Voilà. Alors, on va vous faire un peu l'analyse historique de l'évolution de l'immobilier au niveau des événements qui ont pu perturber les prix de l'immobilier, les conditions d'emprunt qu'il y avait donc au fur et à mesure des différentes décennies. On va vous faire par décennie à peu près. Et puis, les répercussions que ça a eu sur le prix de l'immobilier. Exactement. Et pourquoi aujourd'hui, on a des prix qui atteignent des summums. Et puis après, on va vous faire un point sur les années 2020. Exactement, où on en est. Où on en est, quels ont été les événements impactants, les enjeux, comment Monego tire son épingle du jeu. Et puis, on aura une petite proposition à faire à la fin du webinaire. Ah bon? Ouais. Donc, il faut rester jusqu'à la fin. Voilà, il faut rester jusqu'à la fin. Bon, parfait. Alors, l'immobilier, on va regarder ça de 2050. Sortie de la guerre. Après-guerre, voilà, à maintenant. Hop là. Alors, sortie après-guerre, c'est la reconstruction, le plan Marshall qui va aider la France à pouvoir se reconstruire. Donc, il faut loger les Français. On va essayer d'encourager le logement, mais ce qu'on se disait, c'est que finalement, beaucoup étaient locataires à l'époque. Peu étaient propriétaires, ou les propriétés, c'était des propriétés de succession. Donc, souvent. Et donc, on va essayer, c'est le début des emprunts immobiliers, et donc avec une durée courte, entre 10 et 15 ans, des taux fixes, et puis… surtout un gros apport personnel. Voilà. Donc l'immobilier, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est réservé à une élite. À une élite, on va dire. Voilà. C'est ça qu'il faut retenir dans les années 50-60. La reconstruction, mais la propriété, c'est quand même réservé à une élite ou des gens qui vont avoir un bien en succession. Voilà. Et donc… début de l'amorce des prix de l'immobilier qui commencent à augmenter. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à cette époque-là, aussi beaucoup étaient, en tout cas pour les classes plus populaires, même si j'aime pas trop le terme populaire, on avait quand même beaucoup de personnes qui étaient logées par les entreprises. On disait tout à l'heure, quelqu'un qui venait de Saint-Étienne, beaucoup dans les mines. Il y avait les corons des mines. Moi, je suis du Nord aussi, donc mes grands-parents, mes parents habitaient dans les corons des mines, dans la sidérurgie aussi. Les usines logeaient leurs employés, et donc il y avait pas forcément besoin d'avoir accès à la propriété, on était logé par son entreprise. Et donc, les années 60-70, c'est le développement justement de ces lotissements. On va construire en masse pour pouvoir loger, parce que le baby boom est là, et donc il faut loger cette population grandissante. Et puis alors là, c'est la durée. On va encourager l'emprunt bancaire, et donc on va allonger la durée. On va introduire les taux variables. D'accord. Et puis, ça va être le développement des prêts aidés, mais conditionnés avec des taux bonifiés. Voilà. Alors, sur l'introduction des taux variables, c'est vrai qu'on est dans quand même une après-guerre, une période d'incertitude, et les banques, elles ne peuvent pas savoir en fait comment va être l'inflation. On est dans une période de forte inflation aussi, et donc on va avoir la mise en place des taux variables pour que le taux soit corrélé, en tout cas, à l'inflation. Et donc là, ça y est, les prix de l'immobilier commencent à s'envoler. Oui, forte demande, ça commence à s'envoler. Pour les plus aisés encore, on crée une petite niche fiscale, c'est l'apparition des lois de défiscalisation avec la loi Malraux, mais on voit quand même que ça commence à prendre du sens, l'investissement immobilier aussi. Et alors là, on arrive, on fait 20 ans, années 70-90, c'est les chocs pétroliers. Donc, grosse crise mondiale, crise économique, mais du coup, la pierre est une vraie valeur refuge. Donc, les Français vont se tourner vers cette valeur qui les rassure, et donc vont essayer d'acquérir un maximum à cette époque-là. Et donc, c'est la libération des bancaires et surtout diversification des offres. Avant, exactement, on n'avait pas grand-chose. Là, maintenant, ça y est, on peut choisir, et donc la durée va s'allonger. Donc, on atteint 25 ans de durée d'emprunt, possibilité. Et puis, c'est l'assurance emprunteur qui fait son apparition. Sur la partie décès, invalidité, mais attention au taux.
hein, parce que les taux d'emprunt, voilà. on est pas Au loin maximum. des 15%. Je crois qu'on n'a pas vu, pire depuis. Bah, heureusement. Heureusement, voilà. C'était- Cependant, ce qu'on regarde, c'est qu'en fait, on a quand même en termes de coût réel de l'immobilier une progression. mais Ça a qui est plus de fulgurante. doublé Voilà. dans ces années-là. Entre 100 et 150% de plus. Donc, l'immobilier s'envole. L'immobilier s'envole, les lois de défiscalisation deviennent un petit peu plus accessibles. Tout à l'heure, c'était vraiment sur l'élite et maintenant, on commence à voir Ménurie, Ménurie Kio. Et donc, les avantages fiscaux incitent les gens qui payent un peu d'impôts à transformer une partie de leur fiscalité en immobilier et donc les incitent à investir dans l'immobilier. Décennie suivante, 90, Alors et là, badaboum. C'est la chute première fois Première crise immobilière, voilà, 90. Qui part du Japon et puis qui va avoir une répercussion mondiale. Donc, on va avoir une chute des prix de l'immobilier, première fois, une forte chute, mais qui va finir par une accélération à partir des années 1996, où là, c'est reparti, et alors cette fois-ci de manière exponentielle. Et donc, sur la décennie, on va avoir juste une stagnation des prix, mais au final, ça va repartir de plus belle. La première chute qui a eu lieu, elle n'a pas eu lieu uniquement sur l'immobilier résidentiel. Hein. L'immobilier de bureau, on a vu des immeubles de bureaux complètement vides en région parisienne pendant 1 an, 2 ans, très très compliqué. Et donc, voilà, ça a été une période. Mais si on regarde sur la décennie, comme tu le disais à juste titre, on arrive à un prix on est en sortie des années 90, à peu près au même prix qu'à l'entrée des années 90 avant la crise. En revanche, les taux commencent à diminuer. Alors, les taux commencent à diminuer. Sur la partie incitation fiscale, on a de plus en plus de lois qui permettent de défiscaliser. Quasiment chaque nouveau ministre du Logement veut mettre son nom sur une loi. Donc, on a eu Besson, Périssol, la loi Carrez qui commençait aussi à réglementer un petit peu pour qu'on puisse savoir ce qu'on achète. Donc, le diagnostic et la loi Carrez obligeaient la mesure des biens que l'on vendait. Ça, c'était important. Et puis aussi les conditions d'emprunt qui changent, qui trient. Et oui, il y a, on dit les baisses progressives du taux, et puis il va y avoir l'assurance chômage. Exactement. Parce que c'est une vraie préoccupation. Le chômage a explosé suite aux crises pétrolières. Voilà, donc maintenant, on met en place des assurances chômage pour pouvoir assurer les prêts. Et puis voilà, les conditions vont aussi se durcir. On va faire quand même plus attention de la manière à qui on prête et comment on prête. On prête, voilà. Donc, 2010. Alors là, moi, j'arrive dans l'immobilier 2003, bonne époque. Mais c'était plutôt la bonne époque, effectivement, jusqu'en 2008. Voilà, 2008, crise des subprimes qui, donc, aux États-Unis, va ravager l'immobilier. En France, heureusement, on avait durci justement les conditions d'emprunt. Donc on n'a pas été touché du tout par cet effet subprime, en fait. On a été touché, mais l'immobilier a été moins impacté qu'ailleurs. Et force est de constater que les prix ont continué à s'envoler, puisque entre 90 et 110% de plus. Et puis, alors là, c'est la durée de l'emprunt qui va s'allonger jusqu'à 30 ans. Alors toi, tu disais que tu avais vu des choses assez extraordinaires quand même. Incroyable. C'est la durée, c'est la décennie où vraiment, en termes d'emprunt, on a vu premièrement des taux arriver jusqu'à 30 ans. On finançait 110% des investissements immobiliers, c'est-à-dire qu'on finançait le bien immobilier, les frais de notaire, les frais de dossier bancaire, les frais de garantie, les intérêts intercalaires. Donc, moi, quand j'ai commencé dans l'immobilier, à vendre de l'art au bien, on pouvait investir dans l'immobilier avec 150 € par mois, sans apport, et on commençait à verser ces 150 € uniquement quand on avait un locataire en face. C'est-à-dire 1 an ou 1 an et demi après. Donc, c'était vraiment très compliqué. Puis, fin des années 2008, crise des subprimes. Et là, en France, particularité, on ne veut pas se laisser embarquer dans cette crise. Et donc, loi Sellier et une grosse défiscalisation, que ce soit sur l'accession à la propriété pour générer du logement, mais aussi sur tout ce qui est résidence-service, où là, on avait jusqu'à 25% de réduction d'impôts. Donc, on avait des personnes qui payaient 4 000 – 5 000 € d'impôts, qui se retrouvaient à 0 d'impôt, et c'est 5 000 € d'impôts directement pour rembourser le prêt. Donc, on a pu, nous, ici, il y a certains promoteurs que moi je connais, qui ont la photo de Monsieur Sellier dans leur bureau parce qu'il est à l'origine de quelques fortunes dans l'immobilier. Et donc voilà, donc ça c'était vraiment un changement de paradigme aussi. Mais
du fait des subprimes, on va quand même regarder la solvabilité au moment de l'emprunt beaucoup plus, ça va être beaucoup plus strict. Alors oui, et en même temps, le taux d'endettement ne va pas encore être en ligne de compte. On va regarder beaucoup plus le reste à vivre. C'est-à-dire que ton taux d'endettement, c'est vrai que ça a une incidence, surtout si tu es dans les tranches inférieures de salaire. Mais quand tu commences à être dans les tranches importantes de salaire, 35% d'endettement, des fois, il te reste encore un reste à vivre confortable que tu peux générer de l'épargne. Et puis, effectivement, hop, 2010-2020. Bah alors là, grosse crise migratoire, donc beaucoup de personnes à loger en France, donc beaucoup aussi d'aide pour les logements sociaux. Exactement. C'est la guerre en Syrie et changement climatique. On commence à mettre en place des lois pour pouvoir faire attention à la manière dont on construit et inciter les propriétaires à investir dans des logements plus verts. Plus verts. Et donc moins énergivores. Et notamment les lois Duflot, parce que c'était la ministre de l'écologie qui donne cette fois-ci son nom à un projet de défiscalisation. Loi Duflot et Pinel, elles vont être conditionnées à des bâtiments qu'on appelait BBC, donc bâtiments basse consommation, ou sur des bâtiments qui bénéficient de la norme RT 2012, donc réglementation thermique 2012, et ça va être une condition sine qua non à obtenir ces avantages fiscaux. Et puis aussi, on a appris des erreurs du passé, comme toujours, et on va donner ces avantages fiscaux aussi sur des zones tendues, c'est-à-dire qu'on va construire, on va inciter à créer du logement locatif là où il y a une demande locative. Alors tu vas me dire, c'est quand même pas bizarre. Non, c'est la base de tout, sauf que dans les années précédentes, et notamment avec la loi d'Eurobien, on a fait du logement locatif même là où il n'y en avait pas besoin, sous prétexte d'aller chercher des avantages fiscaux. Et ça a mis en difficulté certains. Voilà. Alors là, le taux ont jamais été, bon, ça on l'a tous connu, les taux au plus bas, donc ça atteint les 0%, voire négatif dans certains pays. Dans certains pays. Toi, tu as eu. Moi, j'ai eu un client qui avait eu un prêt à moins 0,12. Donc, il remboursait même pas ce qu'on lui avait prêté, en fait. C'était un truc de fou. Alors, en revanche, les plafonds, on va mettre à 33% d'endettement, mais on continue à regarder le reste à vivre. On continue un petit peu à regarder le reste à vivre. Mais 25 ans finalement, on rebaisse la durée de maximum à 25 ans d'endettement. En sachant que ce que regarde quand même la banque, c'est à ne pas dépasser. En fait, c'est la couverture. Est-ce qu'elle a une garantie, une assurance décès jusqu'à quel âge? Et auquel cas, on va pouvoir aller jusqu'à les limites d'âge de l'assurance décès. Mais on arrive à partir des années 2018-2020, le 25 ans est vraiment la date butoir. Il y a très, très peu de banques, c'est à la marge, qui font au-delà du 25 ans. Oui, puis alors les conditions physiques aussi, maintenant, ils regardent quand même si tu es en bonne santé. Oui, bien sûr. On faisait moins attention maintenant. En fonction de ton encours bancaire, on va te demander des compléments d'examens médicaux, des choses comme ça. Et puis, si on reprend sur la durée de 25 ans et le taux qui augmente, parce que plus la durée est longue, plus le taux est important, on va avoir aussi un effet, on appelle ça l'effet ciseau de la rentabilité, parce que si le taux commence à être très important, on n'a plus vraiment beaucoup de rentabilité sur le placement locatif. Et donc, les prix continuent quand même à augmenter. Encore et toujours. Donc là, vous allez voir sur le schéma d'après, effectivement, la récapitulative de cette augmentation du prix de l'immobilier qui est assez flagrant. Donc, on voit bien que dans les années 90, il y a cette chute des prix de l'immobilier, mais pour reprendre de manière exponentielle après, surtout, alors à Paris, là, ça s'emballe, mais le reste de la France n'est quand même pas laissé pour compte. On voit aussi le léger infléchissement, mais qui n'a vraiment pas duré longtemps en 2008. Et moi, quand je vois ça qui triche, je me dis, mais pourquoi on n'a pas acheté en 1960 ? Moi, je sais pourquoi. Parce qu'on n'était pas nés. Donc, nous non plus. Je t'en prie. Donc voilà. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que en fait, l'immobilier, on a deux périodes. On a les périodes où ça va bien, on est euphorique et donc on investit dans l'immobilier parce qu'on a confiance dans l'avenir. Et puis, il y a des périodes un petit peu plus délicates, les périodes de crise, où là, on va avoir peur peut-être de l'avenir. Et en fait, à ce moment-là, on va se réfugier dans la pierre. Et en fait, qui apporte bien son nom, valeur refuge. Valeur refuge. Voilà. Et donc, quelle que soit la période, en fait, l'immobilier, on aura toujours besoin de se loger, on aura toujours besoin de loger les entreprises, et donc on aura toujours besoin de créer plus d'immobilier. Mais donc, 2020. Alors, je voulais vous demander, et là, je vais devoir regarder un petit peu dans le chat, est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui parlent chinois ?
Dites-nous dans le chat si vous parlez un peu chinois ou pas. Il n'y a personne qui parle chinois. Ah, s'il y a quelqu'un qui écrit, on va savoir s'il y a 2-3 personnes qui parlent chinois. Non? Bon, ça ne parle pas chinois. Alors, on voulait juste vous dire qu'en chinois, il y a un mot qui se dit Weiji. Et Weiji, en fait, si vous ne savez pas, mais le chinois, c'est une écriture idéogrammaticale, on appelle ça, c'est-à-dire qu'on met des dessins qui vont traduire une idée. Et en fait, Weiji, voilà comment ça s'écrit en chinois. Alors peut-être que depuis qu'on parle de ça, certains nous ont dit qu'ils parlaient chinois. Non. Finnois, ah, désolé. Ah, une épouse chinoise, mais du coup, ça ne veut pas dire qu'on parle chinois quand on a une épouse chinoise. Excuse-moi, c'est plus facile Philippe, excusez-moi Philippe. Quand même. Voilà, mais c'est plus facile de se comprendre. Et donc, Weiji, en fait, ça s'écrit comme ça, et en fait, ça se traduit comme ça. C'est-à-dire que l'idée des Chinois, c'est de dire que dans toute crise, en fait, puisque Weiji veut dire crise, il y a évidemment des dangers, mais il y a aussi et surtout des opportunités. Voilà, et ça, c'est un moment, il va falloir qu'on en prenne tous conscience, qu'il va falloir qu'on soit à l'affût, parce que dans les crises, notamment si on parle des gens qui ont investi dans les années 90, eh bien, ils ont profité de la baisse des prix, personne ne voulait acheter de l'immobilier, et quand on a un peu de trésorerie ou de capacité d'emprunt, c'est le moment, en tout cas, de se pencher là-dessus. Donc, point de situation en 2020. Voilà, 2020, eh bien, appelons un chat un chat. Voilà, c'est la crise, on peut le dire, mais qui est liée à des événements donc assez impactants. Voilà, le Covid qui met un frein à toute l'économie mondiale, donc frein aussi surtout dans l'immobilier, puisque stop des chantiers sont arrêtés. Voilà, tout est à l'arrêt. On prend du retard sur ce secteur-là, puisque déjà c'était un secteur en tension, on a manqué de logements. Alors là, l'écart va se creuser. C'est la mise en place du télétravail. Et oui. Alors ça, c'est le changement des habitudes des Français. Donc on découvre le télétravail et on découvre que du coup, on n'est pas obligé d'habiter dans la ville dans laquelle on travaille. On peut travailler à Paris et habiter à Angers, en fait. Il suffit que ça soit un peu bien desservi. J'y vais une fois ou deux dans la semaine en TGV. Ça me prend 3/4 d'heure, 1 heure. Donc ça, vous le verrez sur un schéma plus tard. Mais du coup, le prix de l'immobilier dans ces villes-là… Angers, ont fortement augmenté, progression dans ces villes. Il y a aussi malheureusement la guerre en Ukraine qui va avoir un gros impact aussi sur le prix des matériaux. Exactement. Qui avait déjà commencé à s'envoler suite au Covid, puisque des difficultés de transport, surtout entre la Chine et la France. Et puis, donc, vous voyez, le prix des matériaux dans le BTP s'envole. Alors, dans le neuf, grosse incidence, puisque le neuf, quand on achète du neuf, en fait, c'est juste un empilement des coûts. J'ai le coût du foncier, le coût des matériaux, le coût de la main-d'œuvre, les taxes, et en fait, ça me donne le prix de revient de mon bien. Dans l'ancien, ça va impacter si j'achète et que je fais des travaux. Voilà. Mais donc, on est plus sur le prix de marché. On connaissait avant, on se disait je refais ma salle de bain, je mets un petit billet de 5 000, et maintenant c'est 10 000 € la salle de bain. Donc ça a eu un impact énorme sur tout ce que tu disais sur le prix du neuf. Et puis l'inflation, forcément, à cause de tout ça, l'inflation importante. Donc les taux directeurs se sont envolés. On voit bien donc en 2022 la hausse des taux. Et moi, je dirais même surtout ce qui a été très impactant, c'est qu'en fait, si on regarde bien le graphique là, on s'aperçoit qu'on était aux alentours de 4 dans les années 2000 pour arriver, on disait tout à l'heure, à 0,5 ou 0,7. Et en fait, on a mis presque 20 ans pour descendre de 4 à 0,7 et on a mis moins de 20 mois pour remonter aux alentours de 4. Et donc, il y a des personnes qui n'avaient jamais connu des taux à 3, 3,5, 4 et ça surprenait en fait. Et puis surtout, certaines personnes avaient commencé leur recherche, par exemple, pour un bien, s'étaient dit, je mets une enveloppe. C'est la banque qui leur avait dit. Voilà, ils avaient fait leur simulation de prêt. On leur disait, je vous prête 200 000 € dans ces conditions-là. Avec telle mensualité, et puis quelques temps après, avec cette même mensualité, on leur prêtait plus que 150 000. Une fois qu'ils avaient trouvé le bien, c'était plus les mêmes conditions du tout. Donc là, frein énorme dans l'achat.
de l'immobilier. Donc ça, voilà. Le secteur a été vraiment mis en berne. Donc, il y a eu ça, et puis il y a aussi ce qui fait tourner aussi l'immobilier, hein, c'est aussi ce qu'on appelle les achats de confort, c'est-à-dire, ah bah tiens, je suis bien dans ma maison ou dans mon appartement, mais je vais un samedi soir manger chez des amis, je m'aperçois qu'ils ont une pièce de plus ou un 100 mètres de carré, un petit jardin, que je me dis, tiens, ce serait pas mal, et donc dans le dimanche, je regarde sur le bon coin, je trouve un truc qui est un peu plus grand que chez moi, et je me dis, bah tiens, chérie, on n'irait pas, on déménagerait pas, regarde, j'ai vu cette maison, c'est pas mal, mais je vais quitter un prêt à 1,5 ou 2 pour reprendre un prêt à 4,5 et en fait l'écart est trop énorme et je ne vais pas faire le sacrifice. Et cet achat de confort qui représente à peu près entre 25 et 30% des transactions immobilières dans l'ancien, eh bien ça devient un pot de chagrin en fait et ça plombe vraiment le marché de l'immobilier. On va passer à peu près d'1,2 million transactions très très vite à 850 880 000 transactions par an. Et puis, il faut faire avec les enjeux actuels. Et l'enjeu majeur, c'est la transition énergétique, le climat. Aujourd'hui, on ne peut plus construire et faire sans prendre en compte ces éléments-là. Voilà, donc maintenant, c'est quand vous achetez un bien, il faut qu'il ait déjà une norme, il soit aux normes. Enfin, vous voulez le mettre en location, en tout cas, il faut qu'il ait certaines conditions. Voilà. Donc ça, c'est la loi climat et résilience qui va être votée. Donc vous ne pouvez plus louer des passoires énergétiques. Ce qui n'est pas plus mal en soi, hein, parce qu'en fait, on louait des choses, des fois pas très chères, mais les gens se retrouvaient avec des factures énergétiques qui doublaient le loyer. C'était juste pas acceptable. Donc voilà. Puis il y a le objectif zéro artificialisation des sols. Donc là, on le voit. Je trouve que c'est assez flagrant aujourd'hui. Avant, quand on avait des bâtiments qui étaient vieux, on les rasait. Et aujourd'hui, on garde la structure et on réaménage l'intérieur parce que justement, on ne peut plus construire comme avant. Et même si on a un projet immobilier, même à titre personnel, on est obligé de garder une partie en pleine terre, on appelle ça. Et ça va dépendre des communes, mais c'est rare que ça soit en dessous de 25% de la parcelle qui ne soit pas obligatoirement en pleine terre. Donc ça, c'est le premier enjeu, donc le climatique. Et deuxième enjeu, c'est la digitalisation qui a démarré surtout dans les années 2010, mais là qui est donc de manière assez… avec le Covid, voilà. Notamment, hein, encore exactement, une fois. Mais avec l'intelligence artificielle qui est arrivée donc maintenant il y a peu de temps. Et donc c'est une nouvelle manière d'appréhender l'immobilier, donc ce qu'on appelle la PropTech. Et donc, c'est toutes ces manières digitales de pouvoir faire de l'immobilier. Donc, ça va aller, par exemple, de la mise en ligne des biens avec des visites virtuelles. Donc, vous pouvez acheter de New York votre appartement à Paris sans avoir visité. Et voilà, vous n'avez même pas visité parce que vous avez une visite virtuelle. C'est aussi tout ce qui est location en ligne, donc les Airbnb qui ont commencé à voir le jour de cette manière-là. C'est l'intelligence artificielle qui va faire des analyses pour la faisabilité des projets. Exactement. Donc, tout change en fait. Et dans l'immobilier, c'est vraiment un secteur qui est très impacté par cette digitalisation. Et puis, il y a le télétravail, qui va changer les habitudes des Français. Et donc, les personnes vont plus acheter maintenant dans des villes qui sont moins chères, qui vont pouvoir avoir de plus grandes surfaces et donc qui vont éviter d'aller forcément à Paris, à Lyon. Donc, on voit bien le prix de ces villes, le prix au mètre carré qui a complètement explosé suite au Covid. Et on voit notamment Lyon, qui était classée 15e ville de France, je ne sais plus en quelle année, et qui se retrouve deuxième ou troisième, ça dépend si on aime Annecy ou pas. Donc, voilà. Mais en tout cas, voilà. Annecy est très très bien placé aussi, mais avec des hausses de l'immobilier. Voilà. Même Paris, qui a été un petit peu déserté, on disait tout à l'heure pour les raisons de télétravail, a quand même eu une hausse de près de 2,50%. Voilà. Mais c'est la plus petite hausse dans les villes. Par rapport aux autres. Oui. Par rapport aux autres. Et donc, il y a quelques lois actuellement pour inciter à investir dans l'immobilier, mais la loi la plus importante qui existait se termine là, c'était Pinel. C'était la loi Pinel qui donnait, en tout cas, qui incitait les investisseurs à créer du logement pour un but locatif, donc à générer
des biens en location. Et aujourd'hui, en fait, on l'arrêt de la Pinel et on va se recentrer sur plutôt la primo-accession et donc notamment le PTZ qui va arriver. Et puis, pour ceux qui ne vont pas pouvoir acheter, on va donner des avantages aux locataires, en tout cas le pass Loc Avantage qui va pouvoir garantir les propriétaires existants sur les loyers à payer par les locataires. Et on retrouve notre dispositif Malraux qui avait suite à la guerre, voilà, qui est toutes les années et qui continue pour continuer à entretenir les logements historiques, un peu, enfin les bâtiments historiques. Voilà, il reste une niche fiscale qui est le loueur en meublé non professionnel qui permet d'amortir le bien sur ses propres revenus et donc d'investir dans l'immobilier sans trop de fiscalité. Ça continue. Il y a eu une petite polémique sur le Airbnb et donc de ce fait, cet avantage fiscal va disparaître pour les locations courte durée. D'accord. Voilà. Mais Monégo a su tirer son épingle du jeu. Comme toujours. Comme disait Darwin, ce sont ceux qui ne sont pas les plus forts ou les plus intelligents qui survivent, ce sont ceux qui savent s'adapter. Et donc, Monégo s'adapte. Donc, Monégo, de cette crise, on est sorti quand même un grand bien et pour tout le monde, hein, dans tout ce qui est par exemple plateforme de crowdfunding, on l'a dit, ça a fait un véritable tri parce qu'avant, il y avait toutes sortes de plateformes qui étaient en ligne et qui acceptaient surtout tout type de projet qui était pas forcément très solides. On les voyait passer, nous, on les refusait, mais ils passaient sur d'autres plateformes. Donc là, ça a fait le tri. Donc ça, c'est une très bonne chose. Les opérations ont maintenant des garanties encore plus fortes qu'avant, suite justement à cette crise. On a appris. Voilà, on apprend de ses erreurs et puis surtout, les taux n'ont jamais été aussi hauts. Donc, des opérations beaucoup plus garanties avec des taux très élevés. Très élevés. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on a créé Monégo Patrimoine parce que suite justement à ces difficultés, à la crise, on s'est rendu compte que nos investisseurs voulaient des opérations plus sécurisées. Donc, on a mis en place Monégo Patrimoine qui offre une fiducie-sûreté sur chacun de ses produits. D'ailleurs, on vous invite à revenir sur les garanties que l'on propose en revoyant le webinaire où on parle beaucoup de la fiducie qui est la reine des garanties. Donc, des projets donc plus sécurisés et sur une plus longue durée parce qu'ils voulaient pouvoir se projeter sur de plus longues années, donc c'est entre 3 et 5 ans, Monégo Patrimoine. Donc, on a aussi des opérations, la crise a mis en difficulté, on l'a dit, des nombreuses entreprises dans le secteur de l'immobilier et c'est pour nous aussi une opportunité de pouvoir les aider grâce à la fiducie-sûreté. Donc, on va leur financer un besoin en trésorerie. Exactement. Et donc, ça va sauver des emplois. Donc, cet été, alors ça ne concerne pas que les entreprises de l'immobilier, mais les entreprises qui ont un en général, actif immobilier à mettre en garantie. Voilà. Et donc, cet été, avec les opérations Jasmin et Actipol, pour ceux qui ont souscrit et qui sont là présents dans ce webinaire, savoir que vous avez contribué à sauver près de 250 emplois. En tout cas, des emplois qui n'ont pas tous été supprimés, mais certains en difficulté. Et là, en l'occurrence, on aide cette société qui est une très, très belle société à continuer son activité et à pouvoir se développer dans les années qui viennent. Monégo, c'est aussi la possibilité pour les personnes qui ne pouvaient plus investir dans l'immobilier parce que, on a dit, soit ça coûte trop cher, soit ils ne peuvent plus emprunter parce qu'ils sont au taux maximum. Voilà. Et bien là, si vous avez de la trésorerie, vous pouvez l'investir dans différents projets et en plus, vous pouvez lisser le risque en diversifiant. C'est aussi la possibilité de relancer un secteur qui est très touché, qui est impacté parce que les banques ne suivent plus. Donc, nous, on permet à des opérateurs de pouvoir financer leur programme et donc de pouvoir continuer à nous loger. Et puis, on a sorti aussi donc, avec Monégo Patrimoine l'immobilier fractionné qui a su rebondir sur le stock énorme que pouvaient avoir certains opérateurs. Donc, on peut acheter à prix décoté et puis, du coup, pouvoir proposer des opérations intéressantes aux investisseurs. Parce que si j'achète moins cher, je louerai toujours le même prix, donc je vais avoir un rendement un peu supérieur. Et donc, voilà. Et donc, à nous, à chaque fois qu'on parle de rentabilité, bien sûr, on parle de rentabilité, en tout cas, les rendements qu'on propose sont nets avant impôt. Donc, il n'y a pas de charges locatives, de taxes foncières ou de choses comme ça. On vous parlera toujours de rendement net avant impôt. Et l'impôt dépendra de soit de la flat tax, si vous êtes en France, si vous inscrivez votre investissement dans un PEA-PME ou pas. Enfin, voilà, ça, vous le connaissez déjà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'évolution de l'immobilier. Et puis, on avait la petite surprise de fin de… Avant ça, on a quand même peut-être des questions, des réponses par rapport à ça. Donc, on va peut-être prendre quelques minutes pour regarder.
S'il y a des questions, des réponses, enfin des questions, et nous, on apportera les réponses. Hop. J'adore les projets Monégo Patrimoine, garantie, taux, durée. Hop. Bon, bah, merci beaucoup. Hein. On valide et on vous rejoint. Et surtout, ticket d'entrée modéré à 100 euros. Ben, écoutez, c'est Jérôme, hein, oui, Jérôme. Il n'est pas improbable qu'on puisse prochainement mettre les tickets d'entrée à 100 euros sur le dynamique aussi. Pensez-vous abaisser votre ticket sur les projets dynamiques? Eh bien voilà, Jérôme, je crois que j'ai répondu. En tout cas, c'est une volonté de Yann Balthazar et du CODIR de chez Monégo de rendre l'immobilier de plus en plus accessible au plus grand nombre. Donc effectivement, c'est dans les tuyaux. Quelqu'un écrit encore. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques, on est là pour ça. Avant la surprise de Kitry. Plus facile de réemployer les intérêts. Évidemment, c'est pour ça qu'on le disait. C'est Ulysse, évidemment, c'est une des raisons. Hop, Monégo, crowdfunding, plus rentable. Alors, et plus sûr aussi. Parce qu'on a pris du temps. On va peut-être dire. Alors, on va quand même remercier Florent qui nous dit que Monégo en dynamique, c'est plus rentable et que c'est très sûr aussi, évidemment. Et là, on va remercier Anne-Laure et son équipe parce qu'ils font un très, très gros travail pour négocier les garanties avec les porteurs de projets. C'était une petite précision que je voulais donner parce que souvent, j'ai les investisseurs qui me disent « Est-ce que cette opération, qu'est-ce que tu en penses ?» Si l'opération arrive sur la plateforme, autant vous dire qu'elle a été… on en pense du bien. Non, mais surtout qu'elle a été vraiment sélectionnée. On vous propose que des opérations. Et c'est pour ça que de temps en temps, vous verrez qu'il y a peu d'opérations parce qu'on préfère ne pas en proposer du tout que de vous proposer ce qu'on vous disait, des opérations qui ne sont pas solides. Donc, ça va me permettre de rebondir sur la proposition qu'on voulait faire. C'est qu'on s'est rendu compte à la fin du dernier webinaire, les 2 derniers webinaires, que justement les personnes s'étaient inscrites suite au webinaire, voulaient investir, et il n'y avait pas d'opération disponible, il n'y avait plus de place disponible sur le projet. Donc on n'a pas voulu que ça recommence. Donc on a réservé sur l'opération qui s'appelle Lanza. On a fait une enveloppe qui est dédiée aux participants du webinaire. Donc, l'opération est complète, mais on a gardé donc 50 000 euros. Donc, si vous souhaitez investir, on a vos adresses mail. Donc, on sait que, voilà, on vous libérera de la place pour Lanza. Dans la limite de 50 000 euros. Voilà. Donc, les premiers servis. Voilà. Et on relibérera, si jamais il en reste un peu, on relibérera vendredi soir pour finaliser l'enveloppe, en tout cas sur Lanza. Donc, il y a une très belle opération de promotion immobilière. 11,5% de rendement. Et c'était déjà, quand on a lancé à 63% de commercialisation, je crois qu'il y a encore eu 1 ou 2 ventes. Donc, le taux de commercialisation a augmenté. Et puis surtout, c'est un opérateur avec lequel on a l'habitude de travailler et qui est vraiment un bel opérateur. Donc, n'hésitez pas si… vous voulez faire vos premiers investissements ou pas. Donc, voilà, vous avez de la place qui vous est dédiée. Voilà, on espère que ce webinaire comme chaque fois, vous a séduit. Il fallait investir dans les BSA R+. Ah oui, mais là, c'est déjà, en tout cas, le premier tour de table est bouclé, Florent. Pourquoi ne publiez pas les bilans et les comptes résultats des porteurs de projets? Mais on les a, et puis quand on nous les demande, on les donne. Il n'y a pas de sujet par rapport à ça. C'est une obligation légale de les avoir. Donc voilà. On va peut-être encore prendre 1 ou 2 questions avant de vous libérer et de rester dans notre timing. On se donne toujours 40-45 minutes max, mais le projet est éligible PEA, PME. Alors, pas Lanza, désolé, Laurent, pas celui-ci. Mais on a des projets qui arrivent, qui le seront bientôt, mais celui-ci ne l'est pas. Mais on vous avait quand même gardé cette enveloppe de 50 000 euros. Parfait. Tu avais quelque chose à rajouter aujourd'hui, Kitry? Rendez-vous le mois prochain. Oui, merci. Quoique le mois prochain, ça sera… C'est toi? C'est que toi? C'est que moi? Oui, parce que c'est le 31 décembre. Donc je ne serai pas là non plus. Non, donc on vous donne rendez-vous en janvier, dernier jeudi de janvier. N'hésitez pas déjà à bloquer votre agenda. Dernier jeudi de janvier à midi. On vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année.
Profitez bien de la famille, des amis, et puis profitez-en aussi pendant que vous êtes en famille pour parler autour de vous de Parce que Monaco. vous allez voir, à partir de ce soir, vous allez avoir une nouvelle dans votre un mail qui va vous annoncer une bonne nouvelle sur le parrainage. Donc, ça va être le moment d'en parler Autour de vous, et voilà. on va vous faciliter la recommandation. On sait que vous êtes nombreux à nous recommander, et donc là, ça va. On a mis en place des choses qui vont vous faciliter les choses. Voilà, merci encore. On vous souhaite de très très bonnes fêtes. Merci à vous tous et à très bientôt. À très bientôt. Et je dis bonjour aux personnes qui s'inscrivent et qui malheureusement ne sont pas disponibles, mais qui s'inscrivent pour avoir le replay. Donc si vous avez eu le replay et que vous êtes arrivé jusque-là, on vous salue bien. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.